Alors, derrière chaque cliché se cache une histoire, souvent joyeuse, parfois mélancolique, voire même triste. Quand je dis chaque cliché, ça concerne pas forcément le moment où vous prenez votre repas en photo au restaurant. Mais certaines photos vont beaucoup plus loin en cachant quelque chose. Surtout si on prend en compte le timing où elles ont été prises. Rapprochez-vous, vous êtes sur Compte Fécond, et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces photos, qui, à première vue, n'ont rien de spécial, mais qui ont été prises juste avant l'impensable. Parce qu'au programme du jour, nous allons voir une expédition qui a viré au cauchemar, le dernier cliché de l'un des plus grands sportifs de tous les temps, et la dernière photo d'un couple avant l'horreur absolue. Alors pour cette première photo là, on file littéralement au bout du monde. Ah bon, à première vue, c'est quand même assez compliqué de comprendre ce dont il s'agit avec précision. En fait, on voit juste un homme, voilà, qui semble un petit peu vieux, voilà, qui se prend un selfie avec une sale couleur rouge d'ailleurs en plus. Et en fait, il se trouve que cet homme, c'est Henry Worsley, qui est un militaire et un aventurier britannique qui a 55 ans. Et la photo donc lui rend pas trop honneur, hein. Mais il y a quand même des circonstances atténuantes. Car en effet, le selfie que vous voyez, il a été pris en plein milieu de l'Antarctique. Et à ce moment-là, ça fait 70 jours qu'il évolue là-bas, seul et sans assistance pour mener une expédition. Et quand je dis sans assistance, c'est vraiment sans rien. Même pas une sorte de cerf-volant que certains explorateurs utilisent parfois pour les aider à transporter leur matos, par exemple. Non, lui, il est arrivé de l'île de Berkner le 13 novembre 2015 précisément, et il avait pour objectif de terminer sa mission en 80 jours grand maximum. Bref, les jours puis les semaines passent et Henry a pratiquement parcouru 1500 km. Et à pied, hein, du coup c'est pas avec une bagnole ou je sais pas quoi. Et là il ne lui reste plus que 50 km pour réussir son défi. Et c'est donc à ce moment-là que cette photo a été prise. Sauf que le problème c'est que Henry il est en mauvais état, en très mauvais état même en fait. Là à ce moment-là il souffre d'une déshydratation extrême, il est épuisé littéralement et il a plus assez d'énergie pour aller au bout de sa mission. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, sur un simple échec, mais malheureusement, ça ira plus loin. Parce qu'après avoir contacté les secours, il est récupéré, il est transféré en urgence dans un hôpital de Punta Arenas, une ville au Chili. Et là, sur place, les secours constatent qu'il souffre d'une péritonite bactérienne. En gros, sans trop rentrer dans les détails, il a une sorte de défaillance totale de ses organes, ce qui va finalement lui coûter la vie 2 jours après être arrivé à l'hosto. Alors, si vous avez jamais entendu son nom, il se trouve que c'était une bonne célébrité quand même de l'autre côté de la Manche, chez les British. Et au moment de sa mort, des personnalités comme David Beckham ou même Alexandra Shackleton, qui est la petite fille de l'explorateur très connu Ernest Shackleton, lui ont rendu hommage. C'est un grand jour de tristesse. Henry sera une grande perte pour le monde de l'aventure. Et le fait qu'il était vraiment tout proche d'y arriver, à seulement 48 km, rend d'une certaine manière les choses encore plus dures. Et d'ailleurs, le prince William, qui était très proche de lui, et qui était d'ailleurs le parrain de l'expédition menée par Henry, lui a également rendu hommage, en disant que c'était un homme qui a fait preuve d'un grand courage et d'une grande détermination. Alors pour cette deuxième photo là, il est question du plus beau jour d'une vie. Bon, en tout cas c'est souvent le cas quand on demande à des personnes mariées quelle a été la plus belle journée de leur existence. Et là, sur le cliché, vous pouvez donc voir un couple fraîchement marié, Samantha et Arik, qui quittent tranquillement leur petite soirée de mariage pour rejoindre l'endroit où ils passeront la nuit. Et avec 2 autres personnes, ils montent alors à bord d'une voiturette de golf et ils commencent tranquillement leur trajet. Mais quelques minutes après être partis, et donc quelques minutes après cette photo là, la voiture dans laquelle se trouve Samantha, Arik et leurs amis se fait percuter. Alors, dire que le choc a été violent, c'est un euphémisme. En fait, la conductrice qui a percuté les jeunes mariés par l'arrière roulait quasiment à 100 km/h dans une zone où la vitesse normalement est de 40. Ajoutez à ça le taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale et vous avez un dénouement macabre. On m'a donné l'alliance d'Arik dans un sac en plastique à l'hôpital, 5 heures après que Sam l'ait passé à son doigt et qu'ils aient prononcé leurs vœux. Mon fils a perdu l'amour de sa vie. Car oui, en fait, la mariée Samantha a perdu la vie lors de l'accident et Arik, de son côté, a eu plusieurs fractures et un traumatisme crânien. Bref, cette photo est donc le dernier souvenir que les proches et la famille de Samantha auront. Et du coup, la conductrice, de son côté, accusée de 3 chefs d'accusation pour conduite en état d'ivresse et ayant entraîné des blessures graves ou la mort. Et un chef d'accusation pour homicide involontaire. Bon, après jugement, plus de 1,3 million de dollars de dommages et intérêts ont été accordés à Eric, qui lui seront donnés par les assurances et compagnie, ainsi qu'aux 2 autres personnes qui étaient présentes avec lui. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est au final pas la fin de cette histoire. Parce qu'en fait, il va y avoir quelques petits différends judiciaires entre Eric et sa belle-mère pour des histoires d'héritage. Arik et moi avons discuté et nous sommes tombés d'accord. Sam aurait voulu que nous fassions tout ensemble, car nous sommes les 2 personnes les plus importantes de sa vie. Je n'ai jamais voulu remettre en cause la validité du mariage. Je n'ai jamais voulu déshonorer Sam. Mais j'ai l'impression qu'Arik déshonore ma fille en allant à l'encontre de ses souhaits. Bon, en tout cas, on est sûr d'une chose, la personne qui a pris cette photo ne se doutait pas un instant de ce qui allait se passer quelques minutes plus tard.
Alors pour cette troisième photo, là il s'agit d'une photo qui change un peu des deux autres. Parce qu'en effet, bon, sur les premiers clichés, c'était vraiment des situations de vie. Mais là c'est plus une personne déguisée et qui vient de livrer une performance, ou alors qui s'apprête à le faire quoi. Bon, en vrai, si vous l'avez pas reconnu, et c'était mon cas au début, c'est l'acteur Heath Ledger, qui là est immortalisé sur le tournage du film L'Imaginarium du Docteur Parnassus. Alors Heath Ledger, il avait fait pas mal de films, notamment un qui avait marqué les gens, c'était le Joker, dans The Dark Knight. Bref, ce tournage-là, il a débuté en décembre 2007, avec des prises de vue réelles tournées à Londres, et c'est à cette occasion que du coup on l'a pris en photo. Et après quelques semaines de taf, la première partie du tournage est terminée. Et là faut vraiment maintenant attendre quelques temps avant de filer à Vancouver pour la suite du tournage qui se fera donc en studio. Sauf que hélas, Heath Ledger n'ira jamais à Vancouver. En fait, à ce moment-là, personne ne le sait, mais l'acteur vient d'être retrouvé chez lui dans son appartement de Soho à New York par sa gouvernante et sa massothérapeute. Cette dernière va alors appeler les secours et pratiquer un massage cardiaque, mais malheureusement, il sera trop tard. Et quand les ambulances vont arriver, Heath Ledger ne pourra plus être réanimé. Il sera alors déclaré mort à 15h33 le 22 janvier 2008, alors qu'il a 28 ans. Bon, après autopsie, il est acté que l'acteur a succombé à un cocktail de médicaments qui ont mélangé analgésiques, antidépresseurs et anxiolytiques. Et ce sera considéré comme une mort accidentelle et non comme un suicide, même si c'était vraiment pas un bon cocktail. Bon, évidemment, concernant le film, la disparition de Heath Ledger a bien sûr chamboulé tout le process. Et Terry Gilliam, le réalisateur, a dans un premier temps pensé à abandonner le projet avant de trouver une alternative. Parce qu'en effet, en fait, le réal du film a décidé que le personnage principal, donc lui, il sera finalement incarné par plusieurs acteurs et ce sera justifié avec le scénario. Je me suis dit que les deux autres acteurs devaient être des amis de Heath, et j'ai porté mon choix sur Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell. Johnny pour l'énergie, l'humour immédiat, quelque chose de joyeux et de décalé. Il est parfaitement à sa place dans cet univers onirique et fou. Jude Law, lui, révèle une facette pétillante et charmeuse du personnage. Il est séduisant, élégant, il dégage aussi une certaine vulnérabilité. Colin Farrell avait la lourde tâche d'incarner le personnage de Tony à l'heure des choix sur toute la fin du film. Ils ont tous les trois été grandioses, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je regrette Heath Ledger, qui était l'un des acteurs les plus doués que j'ai rencontrés. Le film sortira finalement à l'automne 2009, pratiquement 2 ans après le décès de l'acteur. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Johnny Depp, Jude Law et puis Colin Farrell ont reversé l'intégralité de leur salaire à la fille de Heath Ledger. Et entre-temps, lors de la 81e cérémonie des Oscars du cinéma, Heath Ledger a reçu le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son incarnation du Joker dans The Dark Knight, à titre posthume donc, comme j'en ai parlé au début. D'ailleurs, encore aujourd'hui, sa prestation est saluée par la presse comme par le grand public comme étant l'une des plus exceptionnelles de ces dernières décennies. Alors, pour cette 4e photo là, on va parler un peu de Noël, même si ça en a pas l'air. Parce que là, si vous êtes déjà en train de vous imaginer de la neige, la nuit noire à 17h, ou même des sorties en grosse doudoune, c'est pas ça. Là, comme vous pouvez le voir sur ce cliché, on n'est pas dans le thème. Parce que tout simplement, cette photo a été prise en Thaïlande, même si on est effectivement le 26 décembre. Et là, la femme que vous voyez, c'est Deborah Garlick, qui est une Anglaise d'une 30aine d'années, qui a décidé de quitter la grisaille de son pays pour des plages paradisiaques d'Asie. Sauf que le problème, et c'est quand même peu dire, c'est que le 26 décembre de l'année 2004 précisément, un tremblement de terre d'une magnitude de 9,1 au moins se produit au large de Sumatra. Là, vous voyez, c'est pas loin quoi. Et ce séisme hors norme, surpuissant, de plus de 9, c'est vraiment abusé, il va provoquer un des pires tsunamis que l'humanité ait connu, avec des vagues qui pourront atteindre 35 mètres, ce qui équivaut à peu près à un bon immeuble de 10 étages, quoi. Pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez vers où on se dirige. Là, Deborah, comme énormément de personnes qui étaient sur cette plage à ce moment-là, ou dans les hôtels aux alentours, va perdre la vie suite à cette catastrophe naturelle. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles conditions on a pu lui mettre la main sur ce cliché, mais en tout cas, cette photo de Deborah Garlick, c'est la dernière trouvée sur son appareil photo avant qu'elle ne meure. Je me souviens que je fixais encore et encore le sapin de Noël qu'on avait dans le salon pendant les jours qui ont suivi la mort de Deborah. On se demandait si on aurait à nouveau un sapin dans le futur. Quand une terrible tragédie comme celle-ci se produit, vous avez vraiment 3 choix. Vous vous enfoncez dans la tristesse, vous décidez de mettre fin à votre propre vie, ou vous essayez de tirer le meilleur parti de la situation. À la maison, on a donc décidé de continuer à mettre un sapin, même après le décès de Deborah, et ce dès la première année. Sinon, on ne l'aurait jamais fait. Alors bien sûr, les parents de Deborah sont loin d'avoir été les seuls à avoir perdu un proche, évidemment à ce moment-là, parce qu'on estime que le séisme et le tsunami ont coûté la vie à environ 300 000 personnes. Pour cette nouvelle photo, là, on remonte au printemps 94 en Italie, et plus précisément du côté d'Imola. Vous voyez, c'est ici sur la carte du monde. Et sur ce cliché, là-bas, on peut voir un homme dans une voiture de Formule 1. Bon,
on le voit pas tout à fait, mais je vous le dis, c'est une voiture de Formule 1. Là, il a l'air un peu songeur. Et en réalité, il y a de quoi. En fait, s'il a le visage fermé, eh bien c'est parce que le début du week-end de course, qui s'étale sur 3 jours, n'a pas été rose. En fait, un premier pilote, qui s'appelle Rubens Barrichello, a eu un grave accident lors des essais libres de ce vendredi. En fait, il a en effet décollé sur un vibreur, vous voyez, c'est cette espèce de bande rouge et blanche, à plus de 225 km/h avant de faire plusieurs tonneaux. Et là, quand l'équipe de secours arrive à son niveau, il est inconscient dans son véhicule, mais au final, entre guillemets, plus de peur que de mal. Par contre, le lendemain, c'est une autre paire de manches, car un autre pilote, Roland Ratzenberger, s'écrase aussi dans un mur à plus de 310 km/h cette fois. Il va alors se fracturer le crâne, ce qui lui coûtera la vie sur le moment. Mais bon, malgré tous ces accidents, dont un quand même avec un mort, la course du dimanche est maintenue. Depuis 1989, je couvrais le monde de la Formule 1 en tant que photographe indépendant pour le compte de divers clients. Et pour ce Grand Prix de Saint-Marin, j'avais une commande un peu spéciale. Plutôt que de suivre le déroulement de la course, je devais en saisir l'ambiance. Le contexte de la F1 avait beaucoup changé. Fin 93, Prost, l'éternel rival de Senna, avait mis un terme à sa carrière. Le Brésilien, qui venait de quitter McLaren pour Williams, éprouvait des difficultés à s'adapter à sa nouvelle écurie, alors qu'un certain Michael Schumacher pointait le bout de son nez. D'ailleurs, en parlant d'ambiance, vous l'avez compris, mais on est quand même sur quelque chose de très pesant. Et c'est alors à quelques minutes du départ que Jean-Marc Lys prend donc ce cliché de Ayrton Senna, qui est l'un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps, et là, donc voilà, qui est là. Bref, le départ est donné et rapidement, il y a un premier accident qui provoque des blessures parmi les spectateurs à cause des débris projetés. Bref, vraiment le week-end maudit. Mais bon, une fois que tout est rentré dans l'ordre sur la piste, les Formule 1 sont enfin lancés à pleine vitesse. Et après seulement un seul tour, Ayrton Senna perd le contrôle de la monoplace. En fait, la colonne de direction de sa voiture vient en effet de péter et le Brésilien fait une violente sortie de piste et il s'écrase à 300 km/h sur un mur, ce qui va le tuer sur le coup. Ce n'est qu'en fin de journée, à l'aéroport de Bologne, que j'apprends officiellement la mort de Senna, tandis que j'observe son jet privé stationné sur le tarmac. De retour à Paris, je suis allé proposer mes photos à Paris Match. Le magazine préférera ce beau portrait d'Ayrton, vivant, plutôt qu'une image glauque de l'accident. Et en vrai, il y a quelques mois seulement, on fêtait les 30 ans de ce tragique accident. Du coup, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, Ayrton Senna, il continue de se fasciner, même de passionner, et d'être respecté et adulé par les Brésiliens, mais aussi par les fans de sport automobile dans le monde entier. Alors pour cette toute dernière photo, là, il faut que je vous présente un charmant couple, en fait, qui est celui formé par Geoffrey Hood et Molly Larue. Et concernant le timing, très important dans ce cliché, on va y revenir plus tard. Bon, déjà dans un premier temps, faut quand même que je vous parle un petit peu plus en détail du sentier des Appalaches. Là, ils sont en plein milieu, quoi. Bref, c'est de la balade au grand air. En fait, c'est un sentier de randonnée long de 3500 km et qui se trouve sur la côte est des États-Unis. Alors d'un côté on retrouve le mont Springer en Géorgie et de l'autre le mont Katahdin dans le Maine. Et en image voilà ce que ça donne. C'est quand même grand, honnêtement c'est grand. C'est à peu près 3 fois toute la hauteur de la France pour vous dire à peu près. Et en vrai si la plupart des personnes qui s'y baladent ne font qu'une petite partie, logiquement, il existe bien sûr des gens à donf et qui veulent vraiment le faire en entier. Et eux on les appelle les thru hikers. Et on estime, en fonction de la forme des randonneurs, qu'il faut entre 6 et 8 mois pour parcourir ces 3600 km. Et là, vous avez compris, mais Geoffrey et Molly s'attaquent à cette fameuse rando. Un jour, je reçois un coup de téléphone de Molly qui m'a dit « Tu sais, j'ai toujours voulu faire le sentier des Appalaches, et j'ai un ami ici qui veut le faire aussi. Tu veux en savoir plus ?» Bien évidemment, je lui ai répondu que oui. Et Molly m'a donc dit que c'était un homme, et surtout, que c'était son petit copain. Pour vous en dire déjà un peu plus sur ce couple, déjà faut savoir quand même qu'on a des gens qui ont le cœur sur la main, qui pensent à leur prochain. Ça aura une importance. Parce que Geoffrey et Molly, ils aident en effet les personnes en difficulté, quel que soit leur problème. Et là, ils ont décidé de passer la vitesse supérieure en se formant via des diplômes. Mais bon, juste avant de passer aux choses sérieuses, là, nos deux randonneurs décident de se faire le sentier des Appalaches. Et donc, le 4 juin 1990, c'est enfin l'heure d'attaquer leur énorme périple. Et évidemment, à l'époque, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Donc, ils ont juste une carte. Et la seule façon de communiquer, c'est en laissant des petits mots dans les registres qu'on trouve dans les différents refuges. En gros, ça c'est comme un livre d'or, ça permet de discuter entre les randonneurs, tu vois le message que l'autre il avait laissé un peu avant quoi. Bref, l'incroyable périple commence et le couple a d'ores et déjà donné rendez-vous à leur famille à mi-parcours pour passer du temps tous ensemble. Et là, les semaines et les premiers mois passent et le 12 septembre 1990, il arrive à Duncannon. Vous voyez là, c'est ici sur le parcours, pour rencontrer de la famille éloignée. Et c'est donc à ce moment-là que cette photo est prise. Et vous l'avez compris, mais ce sera leur tout dernier cliché, celui où ils sont encore vivants. Parce que quelques heures plus tard, le couple va reprendre sa route et la nuit venue, ils vont s'arrêter à l'un des refuges au milieu des bois. Et là, en pleine nuit, leur route va croiser celle d'un certain Paul David Cruz qui vient de tuer une femme et qui est alors en cavale. Bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, mais en tout cas, c'est que le lendemain, quand d'autres randonneurs vont arriver dans le refuge, que l'horreur va être découverte. Ils vont alors trouver la femme Molly attachée, les mains dans le dos, qui a été tuée visiblement de beaucoup de coups de couteau, avant que l'autopsie plus tard découvre qu'elle a été également abusée. Et Geoffrey, de son côté, a été tué par balle.
Quelques jours plus tard, le 21 septembre, très précisément, des randonneurs que le couple avait déjà croisés à d'autres reprises, eh bien ils aperçoivent donc le tueur Cruz. Et là, en fait, ces randonneurs remarquent qu'il porte le sac et les chaussures de Geoffrey. À ce moment-là, il contacte les autorités et il va alors être arrêté dans la ville de Harper's Ferry, à quelques kilomètres de l'endroit où le couple avait donné rendez-vous à leur famille. Bon, sans trop de surprise, l'homme sera dans un premier temps condamné à la peine de mort. En 2006, 16 ans après la mort de ma fille et de Geoffrey, j'ai reçu un appel du procureur du comté où s'est tenu le procès du meurtrier. J'ai appris que Cruz avait fait appel et qu'il avait obtenu un nouveau procès, qui lui a permis de transformer sa peine de mort en double peine à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le procureur m'a demandé si j'étais d'accord avec cet arrangement et j'ai répondu par l'affirmative. Et j'ai assisté à ce nouveau procès. Au fil des ans, l'idée de lui pardonner le meurtre de Molly a émergé en moi. Et quand sur place, je lui ai dit que je le pardonnais, il a levé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Nous avons gardé le contact visuel pendant toute la durée de la déclaration. Je me demande souvent comment mon offre de pardon a été perçue dans sa tête. Alors peut-être là vous vous posez la question, pourquoi ce tueur-là, Cruz, il aurait tué ce couple de randonneurs et même l'autre femme quelques jours avant? Eh bien, visiblement, il n'a donné aucune explication, aucune raison, et il n'en donnera peut-être sans doute aucune. Même si, quand même, il y a fort à parier qu'il n'y avait aucune raison valable, il n'y avait pas de préméditation, et c'est juste sans doute l'alcool et la drogue, en plus de sa santé mentale fragile, qui l'ont fait complètement déboulonner, quoi. Et bien voilà du coup pour cette nouvelle série de photos. Alors si vous connaissiez déjà l'une d'elles ou que vous en avez d'autres qui vous parlent de photos ou d'histoires, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sur ce, des bisous, une bonne nuit et on se dit à la prochaine.